Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la deuxième séance du cours sur les représentations du monde. Ce sera en fait le premier problème que nous allons rencontrer euh, autour de la rencontre d'un autre monde, la rencontre d'une nouvelle humanité. Voilà le problème philosophique qui va nous occuper pour cette vidéo et la suivante. Alors, euh, évidemment, la découverte du Nouveau Monde a eu sur l'humanité européenne des conséquences absolument incalculables. Évidemment, pour ce qui est des conséquences économiques, politiques, sur tout ce qui concerne, pour tout ce qui concerne les modes de vie, les habitudes. J'ai parlé des habitudes alimentaires, bien sûr, mais ici, pour ce qui concerne la philosophie, je souhaite me concentrer en fait sur le problème majeur, le problème prioritaire qui s'est posé ou qui a été rencontré par la conscience philosophique européenne à partir des grandes découvertes. Je veux dire la rencontre d'une nouvelle humanité, et donc la mise en question des limites de l'humanité, de la façon dont les hommes se représentaient leur propre humanité leur propre humanité. Alors, on peut distinguer deux sens en cela. Un sens anthropologique d'abord et un sens ensuite moral. Le sens anthropologique fera l'objet de cette vidéo-ci, le sens moral fera l'objet de la prochaine vidéo à l'intérieur de cette même deuxième séance. Voilà. Alors le sens anthropologique, je veux dire par là que la question des bornes de l'humanité, c'est d'abord la question de savoir à quoi on peut reconnaître un groupe humain, à quel signe on peut attribuer le qualificatif d'humanité à un groupe nouveau ou inconnu. Est-ce qu'on a le droit, en fait, de retirer ce même qualificatif d'humanité à une société inconnue en raison de sa différence, en raison de modes de vie différents, de mœurs, voilà, en raison d'une différence radicale. C'est ça la question que nous allons poser et qui s'est posée en fait bah, très vite à la découverte des peuples d'Amérique qui d'ailleurs au départ on ne considérait pas comme américain. Bon, alors le sens moral, ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo. À quoi on reconnaît un comportement humain et un comportement inhumain quand on utilise ces adjectifs humain, inhumain, ils n'ont pas seulement une valeur descriptive, ils ont aussi une valeur normative, une valeur morale. Hein. Il s'agit quand on qualifie un comportement comme humain ou comme inhumain, il s'agit de porter sur eux un jugement moral. Bon, et évidemment, l'histoire de la conquête des Amériques a été évidemment par excellence l'occasion de poser cette question des limites de l'humanité en un sens moral également. Voilà. Donc, où s'arrête l'humanité? Qui est le barbare? Qui est le civilisé? C'est là une question en fait que vont se poser, alors peut-être pas tous les Européens, mais disons un certain nombre de consciences éclairées de cette époque. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question est double. La question, c'est pas simplement de savoir, enfin comment dire, de s'étonner, de pousser des cris d'effroi devant ces barbares cannibales qui se font des tas de choses horribles, qui se repaissent de chair humaine, etc., etc. Mais la question, c'est une question en retour aussi, une question sur l'humanité européenne qui est vraiment civilisée. C'est-à-dire que bon, il y a bien sûr tout un tas d'écrivains qui écrivent leur étonnement ou plutôt leur stupéfaction, leur effroi devant l'humanité que découvrent les conquistadors. Et puis d'autres écrivains demandent si le comportement que montrent les conquistadors européens ne sont pas plus barbares encore que celui des Indiens du Nouveau Monde. Voilà. Donc une question sur l'humanité des sauvages entre guillemets, et également une question sur l'humanité des civilisés. Je ferai ici une petite remarque sur le paradoxe de l'humanisme, du siècle humaniste. Euh,
C'est-à-dire que, bon, ici, il y a une petite méprise sur le sens du mot humaniste. Quand on parle du siècle humaniste, il faut bien avoir conscience que cette période est également une période de questionnement sur le sens de l'humanité, une période de crise, hein, c'est-à-dire de jugement sur l'humanité, sur ce qui fait que les hommes sont des hommes, et sur les limites de l'humanité européenne elle-même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de l'humanisme, n'allons pas croire que l'humanisme consiste dans le triomphe des valeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs humanistes, c'est-à-dire les droits de l'homme, quoi, en fait. Hein, non, en fait, le terme d'humanisme est utilisé pour décrire la Renaissance parce que c'est l'époque où on fait passer les humanités avant la théologie, c'est-à-dire en fait l'étude des textes antiques, des textes écrits souvent par des païens, hein, l'étude des textes grecs et des textes latins, avant l'autorité de la Bible. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'humanisme, et pas dans le sens où ce serait le triomphe, le zénith des valeurs humanistes. Au contraire, c'est une profonde période de crise, hein, sur le sens de l'humanité anthropologique et morale, sens anthropologique et sens moral. Voilà. Alors, le premier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est sur le périmètre de l'humanité. Alors, ici, voilà, il faudrait commencer par décrire quelques faits, quelques légendes autour de la découverte des Amériques. Car la découverte des Amériques est vraiment très fort mal nommée. D'abord parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une découverte, sinon du point de vue des Espagnols qui débarquent en 1492 dans les Caraïbes. Il ne s'agit pas d'une découverte, évidemment. Il y avait des prédécesseurs. Et d'autre part, ce ne sont pas les Amériques. Enfin, je veux dire par là que Christophe Colomb, en fait, n'a jamais eu aucune idée de ce que c'était que les Amériques. Évidemment pas avant d'y arriver, mais même après son retour d'Espagne, puisque en fait, il n'a pas du tout conscience il n'a pas du tout l'impression d'avoir découvert un nouveau continent. Il a simplement l'impression d'avoir découvert, voilà, une nouvelle route vers l'Asie. Bon. Et ce jusqu'à la fin de sa vie, hein. C'est-à-dire que la compréhension, la découverte du continent, enfin du fait que voilà, les Amériques constituent bien un continent totalement distinct de l'Asie, cette découverte-là sera postérieure à la mort de Colomb, hein. Alors, oui, quelques mythes et légendes, quelques faits et quelques légendes, pardon. Là, vraiment, vous voyez, je vous ai mis ce tableau-là qui est vraiment... alors, j'ai pas retrouvé la référence, c'est un peintre, je crois, de second rang, hein, 18e siècle, qui peint ainsi l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes, l'île d'Hispaniola. Alors, c'est vraiment, si vous voulez, le prototype de la représentation mythifiée. Alors Colomb arrive tout pimpant de son bateau, et vous voyez ici des indigènes, bon, un peu rustos quand même, un petit peu rustiques, qui sont là, qui ont l'air très superstitieux, qui ont l'air vraiment de considérer Colomb comme vraiment le sauveur qu'ils attendaient tous. Et donc ils apportent toutes sortes de mets, de choses délicieuses à Colomb, de trésors. Et Colomb leur dit, mais voyons, mes braves, pas du tout, regardez, en fait la position de sa main, on voit pas très bien sur votre reproduction, il montre la croix, je suis venu pour vous sauver, je suis venu pour vous évangéliser, voyons, pas du tout pour piller vos ressources et vos trésors. Alors, moyennant quoi, Colomb, quand il arrive donc dans ce qu'il croit être le Japon, hein, est effectivement de prime abord extrêmement surpris en fait par ces peuples dont il n'avait aucune idée. Il est extrêmement surpris de leur mœurs, de leur douceur, de leur accueil. Et en fait, assez vite, on va parler or, et assez vite, les indigènes vont orienter Colomb vers d'autres îles où il y aurait de grandes quantités d'or, hein, de l'or très abondant. Bon, alors, donc en fait, assez vite, la découverte un peu naïve des peuples du Nouveau Monde va se transformer en conquête de l'or. Alors,
faut un peu repréciser peut-être en fait quel était le but initial du voyage de Colomb. Trouver une route plus directe vers l'Asie que la très pénible, très pénible voyage terrestre. Oui, bien sûr. Alors, il faut ajouter peut-être que le but de Colomb, en fait, c'est le Japon. Colomb est persuadé que, donc, en tentant la traversée par l'ouest, on tombera en fait sur le Japon. Il faut savoir que le Japon, alors Cipango, comme vous voyez sur cette carte ici, qui est une représentation bah, la- de l'océan, qui n'a pas de nom à l'époque, hein, une représentation de l'océan d'après les dires de Marco Polo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, Marco Polo n'est jamais arrivé au Japon. En fait, aucun étranger n'est arrivé au Japon avant le 16e, enfin aucun Européen, pardon, n'est parvenu au Japon avant le 16e siècle, hein. C'est-à-dire que du temps de Christophe Colomb, personne en Europe n'est allé au Japon. Marco Polo, par contre, qui est allé, on suppose, en Chine, a rapporté des témoignages fabuleux sur le Japon, des témoignages rapportés donc par les Chinois sur le Japon, et donc dans le livre des merveilles qu'il écrit à la fin de sa vie, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, Marco Polo décrit ce fabuleux pays du Cipango, où il n'est jamais allé, où il y aurait des palais recouverts d'or, où les maisons des nobles seraient ainsi recouvertes d'or, le plancher recouvert d'or, etc. Ce qui est partiellement vrai, il y a des temples au Japon dont les toits sont recouverts d'or, mais il s'agit là sans doute voilà, d'un effet d'amplification, de grossissement. On verra qu'il y en a beaucoup et que Marco Polo lui-même n'est pas le dernier des affabulateurs, puisque il semble bien que Marco Polo a raconté dans son livre des merveilles, hein, le livre dans lequel il raconte ses aventures. Il a inventé toutes sortes de faits qui ne se sont jamais déroulés, ne serait-ce en fait que sa réception à la cour de l'empereur Gengis Khan, qui en fait échappe totalement aux archives des historiens de l'époque, qui notaient absolument tout, qui archivaient absolument tout. Donc Marco Polo lui-même, voilà, a beaucoup brodé apparemment hein, sur ces récits de voyage. Et on va voir que justement, en fait, la perception du problème de l'humanité est aussi considérablement déformée et amplifiée par des écrivains, disons, moyennement scrupuleux, hein, voire fort peu scrupuleux. Alors, Christophe Colomb, qui croit avoir atteint le Japon, croit reconnaître formellement cette terre dont il a lu la description dans Marco Polo, et en fait il va faire des sauts de puce autour des Caraïbes. L'essentiel des voyages de Marco Polo, de Christophe Colomb, pardon, ce seront en fait des déplacements sur les Antilles et disons les îles Caraïbes, hein, c'est-à-dire ces îles, vous voyez, qui enserrent ici le golfe du Mexique, hein, donc l'Amérique centrale. Et en fait, c'est qu'il n'a presque pas posé en fait le pied sur le continent américain, sauf lors de son troisième voyage, je crois, hein. Voilà. Alors un autre mythe aussi sur. Alors donc oui, il fait des sauts de puce comme ça sur. Oui, alors je vous ai dit une bêtise. Le premier endroit où il a atterri, c'est San Salvador, une île qu'il baptise Saint-Sauveur, et dont il prend possession au titre du roi d'Espagne, hein, en pensant que ce sont donc des petites îles au large du Japon, habitées simplement par de braves indigènes. Bon, Hispaniola, ce sera ensuite. Alors, après San Salvador, il atterrit aussi à Cuba et ensuite à Hispaniola, c'est-à-dire en Haïti, hein, par rapport à aujourd'hui. Puis dans les voyages suivants, il ira faire un tour du côté des autres îles, des îles caribéennes. Bon, alors, oui, un autre mythe intéressant aussi sur Colomb, c'est que là, donc, on a l'impression, quand on voit ce tableau, que Colomb arrive et voilà, prend possession du territoire américain, du continent américain, au nom du roi d'Espagne, bon, et que c'est tout à fait glorieux, magnifique, enfin voilà, les Espagnols sont vêtus d'habits chamarrés, etc. En fait, Colomb repartira quand même du Nouveau Monde au cachot, hein, c'est-à-dire que bon, il va faire plusieurs voyages
4 voyages, 3 ou 4 voyages, 4 voyages, et ça se terminera assez mal pour lui, et en fait assez vite l'aventure coloniale va virer en fait au cauchemar, c'est-à-dire destruction des cultures indiennes, mise en esclavage des Indiens, guerre avec les sociétés tribales, etc. Dès le deuxième voyage, en fait, il s'avère que voilà, les bonnes habitudes, si je puis m'exprimer ainsi, seront rapidement prises. Et en fait, oui, Colomb ramène par exemple, je crois, 500, oui, enfin, il embarque 500 Indiens Arawak à bord de son navire lors du deuxième voyage pour les ramener en Espagne. Des Indiens qu'il a réduits en esclavage et la moitié meurt en chemin. Et quand ils arrivent en fait en Espagne, le roi d'Espagne à qui sont offerts ces esclaves est absolument horrifié et en fait il libère ces esclaves indiens. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'appréciation profonde entre le point de vue du conquistador et le point de vue des autorités en Espagne. Et de la même façon, en fait, ce sont les autorités espagnoles qui feront arraisonner Colomb et le jeter au cachot en raison, en fait, voilà, des excès de violence dont, enfin, lui, ou enfin, peut-être pas lui spécialement, enfin, les conquistadors en général se rendaient coupables euh, dans les îles comment on appelait ça, de Grande Espagne, hein. Alors, euh, la question ici qu'on va poser, c'est s'agit-il, enfin que se posèrent, pardon, les conquistadors espagnols, c'est devant ces peuples, s'agit-il de la même humanité, s'agit-il d'une autre humanité, s'agit-il d'une non-humanité? Il y a un événement historique qui pose la question de façon très claire, c'est la controverse de Valladolid à partir de 1550. Alors, la controverse de Valladolid, voilà un épisode très célèbre qui pose très clairement le problème. La controverse de Valladolid, c'est euh, une grande conférence en fait au cours de laquelle, en Espagne, à Valladolid, on pose la question de l'humanité de ces peuples nouveaux qu'on a découverts dans le Nouveau Monde. Alors, les principaux... oui, alors cette controverse est connue par le livre de Jean-Claude Carrière, qui est une fiction, un dialogue fictif entre les principaux protagonistes de cette controverse. Hein, Carrière, en fait, a imaginé, enfin plutôt dramatisé, mis en drame, mis en, oui, en texte, cette controverse en faisant dialoguer les principaux protagonistes de cet épisode, le dominicain Bartholomé de Las Casas et le théologien Sepulveda. Alors Bartholomé de Las Casas, c'est un dominicain, c'est un missionnaire en fait qui a fait le voyage aux Amériques et voilà, qui est allé aux Amériques répandre la bonne parole, bon, et la vraie religion entre guillemets, et revenu d'Espagne, pardon, de Nouvelle-Espagne, revenu des Amériques, il va apporter la défense des Indiens face au théologien Sepulveda, entre autres, hein, qui, pour sa part, est convaincu que les Indiens... Alors, lui, il n'y est pas allé, et il est convaincu que les Indiens ne sont pas des hommes, que les Indiens n'ont pas d'âme. Et donc, l'objet de la controverse de Valladolid, c'est de déterminer si les Indiens ont une âme. Il y a à cette... il y a à cette question en fait deux dimensions qui sont très importantes. Une dimension en fait coloniale et une dimension religieuse. Euh, la dimension coloniale, c'est savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire à ces braves Indiens, parce que si ce sont des hommes, on n'a pas le droit de les jeter en esclavage. C'est-à-dire que, en fait, dans la doctrine officielle de l'Église catholique, l'esclavage n'est pas une chose admise. C'est ça qui est difficile à imaginer quand en fait on voit finalement la suite de ce qui s'est passé aux Amériques. L'Église catholique refuse le principe de l'esclavage. Je veux dire, la religion chrétienne, c'est une religion qui s'adresse à des hommes qui sont égaux devant Dieu. Euh, Enfin,
du moins on peut l'interpréter de cette façon. En tout cas, la religion chrétienne n'accepte pas le principe de l'esclavage. Et par conséquent, si les Indiens ont une âme, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On ne peut pas les massacrer, on ne peut pas les jeter en esclavage. Mais à côté de cette dimension coloniale du problème, également une dimension religieuse, à savoir que si les Indiens ont une âme, on peut, ça pose un problème théologique énorme. C'est que si les Indiens ont une âme, on ne peut pas comprendre qu'ils n'aient jamais entendu parler du Christ. Et ça, c'est un énorme problème, c'est que ces braves Indiens ont la mauvaise idée de ne jamais avoir entendu parler du Christ. Or, le Christ est venu pour sauver les hommes, tous les hommes. Et donc, si certains hommes n'ont pas pu entendre parler du Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, en fait, soit la Bible ment, soit, enfin, autrement dit, voilà, le Christ est un imposteur, soit ce ne sont pas des hommes. Donc, vous voyez, cette raison religieuse, théologique et la raison coloniale ont tendance à peut-être un petit peu peser sur le jugement de, enfin, la façon dont on pose la question en Europe. Néanmoins, bon, la réalité est complexe puisque vous voyez il y a aussi des prêtres qui prennent la défense des Indiens. Alors, je voudrais à présent, enfin oui, après avoir posé le problème de cette manière, faire un petit peu une mise au point sur le cannibalisme. On va beaucoup parler de cannibalisme et sur la représentation des Indiens à l'époque. C'est-à-dire que les voyageurs qui reviennent du Nouveau Monde rapportent que ces Indiens ont tout de même des mœurs un petit peu spéciales et que, par exemple, les habitants de ce qui deviendra Cuba sont des anthropophages. Donc, ils ont la manie de dévorer des cadavres humains de temps en temps. Et ça va être donc une des raisons qui feront douter les Européens de l'humanité des Indiens. C'est-à-dire que, bon, il y a bien sûr le fait que les Indiens aient des modes de vie totalement différents des Européens, pour ce qui est de leur costume, pour ce qui est de voilà, de leur mode de vie en général, de leur organisation sociale, politique, hein, évidemment sans rapport avec ce qui se passe, ce qu'on connaît en Europe. Enfin, évidemment, c'est pas si évident. C'est vrai pour ce qui est des Indiens des îles Caraïbes, mais on aura l'occasion de parler plus tard des civilisations plus complexes qu'on trouvait sur le continent même, en Amérique centrale, hein, la civilisation aztèque. Là, c'est pas du tout évident, au contraire, que ce soit là, comment dire, une forme de vie sociale si éloignée, si archaïque, on va dire, au regard de ce que connaissait l'Europe. Hein, même chose pour les Incas du Pérou. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus troublant que cela pour les Européens, c'est le cannibalisme. Alors, le problème, c'est que, en fait, on connaît aujourd'hui, on a des données qui sont très lacunaires sur la vie des Indiens des Antilles ou des Caraïbes à l'époque où arrive Colomb. Et notamment, la plupart de ces données viennent en fait des témoignages des conquistadors et vous allez voir, elles sont extrêmement sujettes à caution. Alors, en fait, c'est un grand classique. La littérature de voyage, c'est une source dont on a quand même le droit de se méfier abondamment. Hérodote rapportait déjà des témoignages étonnants, alors non pas sur les Amériques bien sûr, mais sur les habitants de la Libye, où, disait-il, on croise des cynocéphales et des acéphales. Des cynocéphales, c'est des hommes à tête de chien, des acéphales, ce sont des hommes sans tête, qui portent leurs yeux sur la poitrine. Bon, et ainsi de suite. En fait, à partir de la découverte des Amériques, hein, je reviens à l'époque moderne, on va voir fleurir une multitude de témoignages, mais tous plus ahurissants les uns que les autres. Alors, je vous donne un exemple que j'emprunte à l'essai sur l'entendement humain de John Locke. L'essai sur l'entendement humain, alors c'est écrit dans les années 1680, donc bon, on est d'accord, c'est pas contemporain de la découverte des Amériques, mais voilà un passage qui me semble extrêmement significatif par rapport à cette question.
un passage en fait extrêmement représentatif de toute une littérature qui affirme que en fait les Indiens ont des mœurs vraiment pas chrétiennes quoi, enfin des mœurs inhumaines, hein, et d'ailleurs pas que les Indiens. Voilà un passage dans lequel John Locke, bon, fidèle à sa philosophie, essaye de montrer qu'il n'y a pas de principe de conduite, pas de principes moraux qui soient innés, et la preuve, c'est que on trouve en fait des principes moraux, des règles d'action extrêmement différentes. On ne trouve pas de règles absolument universelles. Et il y a des tas de choses que nous considérons comme des crimes et qui sont pratiquées publiquement par toutes sortes de peuples. Donc voilà, il n'y a pas de principe inné. Alors pour le prouver, il apporte divers exemples qui sont, vous allez voir, très hauts en couleur. Euh, il est fréquent chez les Mingréliens, peuple qui se dit chrétien, donc là on n'est pas chez les Indiens, d'enterrer sans scrupule les enfants vivants. Il existe des lieux où l'on dévore ses propres enfants. Alors, citation de Vossius sur les origines du Nil. Il existe des lieux où on dévore ses propres enfants. Les habitants des Caraïbes avaient la coutume de castrer leurs enfants pour les engraisser et les manger. Garcilaso de la Vega nous dit qu'un peuple du Pérou avait coutume d'engraisser et de dévorer les enfants nés de captives gardés comme des concubines à cette fin. Et quand elles avaient passé l'âge d'enfanter, les mères étaient également tuées et dévorées. Bon. Les Topinambos croyaient qu'ils méritaient le paradis en se vengeant et en se dévorant et en dévorant beaucoup d'ennemis. Et ils n'ont pas même de nom pour Dieu. Ils ne reconnaissent aucun Dieu, etc. Je passe sur un passage. Voici un passage très intéressant à ce sujet, tiré du voyage de Baumgarten, livre que l'on rencontre peu souvent et que je vais donc citer abondamment. Alors là, c'est une citation latine très longue. Bon, je vous passe la citation complète, mais en gros, il en ressort que dans les sables d'Arabie, enfin non, pardon, dans les contrées d'Égypte, on trouve de saints hommes, des hommes donc, qui sont considérés comme des saints, et qui ont pourtant un comportement qui ferait rougir n'importe quel chrétien, ils ont la permission d'entrer dans n'importe quelle maison et d'aller avec n'importe quelle femme de la maison. Et en outre, ce saint homme que nous avons vu à cet endroit était considéré avec la plus grande estime parce qu'il n'avait jamais connu de femme, mais seulement des ânesses et des mules. Voilà, citation tirée du voyage de Baumgarten en Égypte. Bon, alors ce florilège de citations est très étonnant. Par exemple, si on s'interroge sur ce qui est ce curieux Baumgarten, hein, qui raconte des choses si intéressantes sur les mules et les ânesses, on s'aperçoit que le livre de Baumgarten sur l'Égypte n'était pas dans la bibliothèque de John Locke, et quand on fait des recherches sur ce Baumgarten, eh bien, il semble absent de tous les dictionnaires bibliographiques courants, c'est-à-dire que voilà, il y a toutes les apparences que ce soit un bidonnage, tout simplement. Et quand on lit la référence pour cette histoire de femmes engraissées, dévorées, on dévore les enfants, on dévore la famille, on dévore tout le monde, c'est tiré d'un ouvrage du père Martino Martini, un grand jésuite du XVIIe siècle, qui a écrit une histoire de la description de la Chine, où et en fait il a vécu, il est mort, c'est-à-dire qu'il n'est jamais allé au Pérou, il n'est jamais allé dans les Caraïbes, il n'a jamais vu tous ces exemples d'anthropophagie, etc. C'est en fait un lexicographe admirable, hein, qui a participé à l'établissement des premiers dictionnaires de chinois, mais il n'a jamais mis les pieds au Pérou, il n'a jamais vu toutes ces histoires dont il nous parle. En fait, voilà, ça fait partie, si vous voulez, d'un grand classique de la littérature de voyage, c'est, comment dire, très intéressant, Théodore de Bry. Alors Théodore de Bry, c'est un graveur qui a gravé des tas de scènes du Nouveau Monde. C'était un Français, un protestant, qui nous a laissé plein de scènes vues. Oui, parce qu'il présente ces scènes comme des scènes auxquelles il a assisté. Alors, vous voyez, c'est souvent des barbecues, en fait, hein, où on dévore de la chair humaine.
dans les Caraïbes, mais en fait, si vous regardez, quand même, ces Indiens, ils ont une drôle d'allure, hein. Alors, eux, ils sont vraiment nus, mais alors tout nus, sauf ceux qui ont une espèce de short un peu étrange. Ils ont une coiffure qui ressemble un peu à des coiffures de notaire à la retraite, voilà, et on fait des barbecues sur vraiment des tables. Bon, en fait, voilà, ah oui, autre exemple très célèbre. Toujours Théodore de Brie, petit festin de chair humaine entre amis dans les Caraïbes. Bon, en fait, il se trouve que Théodore de Brie, qui rapporte toutes ces belles choses qu'il a vues, entre guillemets, n'est jamais allé dans le Nouveau Monde et que, en fait, il a fait commerce de ses œuvres en les faisant passer pour des choses vues alors qu'il n'avait jamais quitté l'Europe. Bon. Et vraiment, ce sont des gravures qui ont fait autorité pendant très longtemps, hein. Alors, si un jour vous allez à Madrid au musée du Nouveau Monde, je vous conseille particulièrement cette visite très instructive où on peut voir d'ailleurs toujours la grande peinture de voilà, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous verrez dans le musée du Nouveau Monde tout un tas d'œuvres comme ça de peintres qui décrivent des choses qu'ils ont vues, enfin plus ou moins vues, et on voit toujours en fait vraiment la sauvagerie, le caractère sanguinaire des habitants du Nouveau Monde, que ce soit les Caraïbes, que ce soit les Aztèques, etc. Bon, en fait, voilà, il s'avère que, comment dire, ce sont souvent en fait des peintures à charge, quoi, hein, qui sont vraiment pensées pour montrer le caractère inhumain, barbare, sanguinaire, sanglant, etc. De ces affreux Indiens qu'on ne devrait avoir donc aucun scrupule à exterminer hein, au regard de leur comportement sanguinaire. Ils peuvent pas être humains. Bon, et donc en fait la plupart des témoignages qu'on a sur ces peuples qui aujourd'hui sont largement disparus hein, sont totalement rendus, enfin, euh, je trouve pas mes mots, sont totalement oblitérés par le parti pris, hein. Ce sont des témoignages auxquels on peut évidemment pas se fier, avec beaucoup de perspectives idéologiques. Alors d'ailleurs, si vous allez visiter le musée de Madrid, vous verrez, c'est très intéressant. Il y a un problème muséographique qui est très amusant, enfin si on peut dire. C'est que, si vous voulez, les concepteurs du musée sont partagés entre, d'une part, bon, un peu l'admiration, la gloriole, la nation qui a conquis un continent entier, et puis quand même, bon, le fait de se rendre compte, donc avec les peintures à charge, etc. Et puis, bon, quand même, le fait que de se rendre compte, pardon, avec le recul de l'épouvantable ethnocide qui a été perpétré, génocide dans le Nouveau Monde. Et donc la muséographie oscille vraiment entre les deux tendances. La tendance un peu de la glorification et la tendance de la repentance, ou du moins de l'atténuation un peu de cette gloire coloniale. Voilà, je mets des guillemets à ces expressions. Alors, oui, en fait, aujourd'hui, ce que nous ont appris les ethnologues, c'est que le cannibalisme, loin de correspondre à ce que décrit Théodore de Brie comme une sorte de grand festin, ou même comme un mode d'alimentation, le cannibalisme, en fait, était apparemment, hein, chez les peuplades qui le pratiquaient, en fait, uniquement un geste rituel tout à fait à part. C'est-à-dire que ça ne consistait pas du tout dans un mode d'alimentation, c'était pas pour se nourrir, c'était des circonstances tout à fait euh, voilà, à part, extraordinaires, qui sortaient du régime ordinaire voilà, de la vie courante. C'est-à-dire que les Indiens avaient bel et bien conscience qu'il y avait quelque chose d'un petit peu étrange à dévorer ses semblables. Bon. Alors, je voudrais, pour terminer, attirer votre attention sur la façon très originale dont un philosophe du XVIIIe siècle, donc on est loin après ces événements, pose la question de l'humanité. Je veux parler ici de Jean-Jacques Rousseau, qui a une façon tout à fait à lui de poser le problème. Alors, je vous ai mis le texte, je ne vais pas le lire parce qu'il est très long, mais vous le direz, enfin, il est très long, il fait 2 pages, mais
je vous le résume et puis vous le lirez. Ce texte me semble très intéressant. Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755, aborde en fait la question de l'humanité des sauvages, entre guillemets, d'une façon qui me semble vraiment tout à fait remarquable et vraiment à contre-courant euh, de toutes les interrogations que j'ai évoquées. Euh, il évoque en fait la découverte en Afrique de créatures à la forme assez indéterminée. Il parle des orang-outans et il rapporte des témoignages de voyageurs en fait qui, face à ces créatures inconnues en fait des Européens, alors il parle aussi des mandrills et des pongos. Je pense que c'est une sorte de gorille, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, il y a divers témoignages de voyageurs qui disent oui, bon, on a découvert des pongos en Afrique, euh, orang-outans, etc. Et bon, les voyageurs sont extrêmement troublés par le caractère anthropomorphe, enfin anthropoïde de ces créatures, de ces êtres, hein, et se disent bon bah voilà, est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des sauvages? Et puis en fait, pardon, est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des bêtes, hein, des hommes sauvages, ou bien est-ce que ce sont des bêtes? Et systématiquement, les voyageurs concluent que ce sont des bêtes, mais avec des raisons qui font bondir Rousseau. Et alors là où ça me semble très intéressant, c'est que Rousseau, bon, qui a tort sur le fond, puisque effectivement les orang-outans ne sont pas des hommes, hein, dit quand même quelque chose qui me semble absolument passionnant dans son approche de la question. Il se dit, mais au fond, bon, moi je les ai pas vus, etc. Mais est-ce qu'on a le droit en fait de supprimer l'humanité de ces fameux orang-outans entre guillemets? Est-ce que en fait on n'a pas là la trace, la preuve de l'existence d'hommes sauvages, d'hommes qui n'ont pas été civilisés, qui n'ont pas le langage? Et au fond, est-ce que c'est pas complètement imprudent d'aller déclarer que ce sont là des bêtes? Est-ce que face à l'ignorance de la question, bon, il critique beaucoup les témoignages en fait des voyageurs, bon, pour des raisons un petit peu analogues à celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Est-ce que face à l'incertitude, on ne devrait pas plutôt euh, attribuer l'humanité par défaut, en fait, à ces créatures, plutôt que de se dire, bon, c'est sûr, ça ne peut pas être des humains parce qu'on en doute. Au contraire, est-ce qu'on ne devrait pas dire, on en doute, donc ce sont peut-être des humains, hein. Et je trouve que c'est voilà une approche qui est, en fait, vous voyez, qui est en fait radicalement opposée à celle que j'ai évoquée jusqu'ici, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'humanité, de ces voilà des créatures découvertes dans bon, ici c'est en Afrique, c'est pas dans le Nouveau Monde. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt admettre provisoirement que ce sont peut-être des humains, plutôt que face à l'ignorance, face au doute, admettre que ce ne peuvent par défaut, on va décider que ce ne sont pas des humains. Voilà. Je vous laisse sur cette question. Dans la prochaine vidéo, donc, on parlera plutôt de la question morale, l'aspect moral du problème. Voilà. À bientôt.